Bien, c'est avec grand plaisir que je vais accueillir Monsieur Frédéric Thésée, qui a eu, mais vraiment, je le dis du fond du cœur parce que c'est pas toujours simple, mais qui a accepté de relever le gant puisque Monsieur Striou était pris aujourd'hui sur Lyon et Monsieur Thésée qui est donc à la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité. Alors, je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre, mais je pense que les mots-clés y sont en tout cas. Je vous rappelle quand même, en France, c'est 18 millions de salariés, c'est 630 000 accidents du travail chaque année. Et cette sous-direction qui suit l'application, et en particulier qui s'assure de la bonne prévention, est une sous-direction importante puisque aujourd'hui on va parler bien évidemment de la radioprotection des travailleurs, mais la radioprotection, et c'est un peu aussi le sens à la fois de la directive et puis du décret, elle s'inscrit dans une approche globale de tous les risques. Et au sein de cette sous-direction, bien évidemment, il n'y a pas que la radioprotection, il y a bien entendu l'ensemble des risques. N'oublions pas que la première cause mortelle, c'est le risque routier. Mais au-delà, on a ce qu'on appelle communément aussi les risques vitaux, chute de hauteur notamment, et puis risque physique, n'oublions pas l'amiante, risque biologique. Bref, un panel très large. Et donc, j'appelle Monsieur Thésée pour nous rejoindre. J'en profite également pour signaler que vous aurez l'occasion de poser des questions. L'objectif, c'est de faire des échanges. Il y aura, comme hier, un système de SMS, plus des questions directes. Voilà, vous avez le micro, Monsieur Thésée. Et je crois qu'on peut vous applaudir, en tout cas. Alors, est-ce que je l'ai dit dans le bon ordre? Conditions de travail, santé, sécurité? C'est parfait. Ah, c'est parfait, merci. Bonjour à tous. Je tenais dans un premier temps à remercier M. Le Guen pour avoir fait une présentation synthétique du rôle de la sous-direction des conditions de travail qui vous permet de comprendre quel est le rôle joué par la DGT et donc par l'administration centrale en matière de santé et sécurité au travail. Monsieur le Président de la Société française de radioprotection, Mesdames et Messieurs les membres de cette société, Mesdames, Messieurs. Alors, je tiens tout d'abord à présenter les excuses de Monsieur Yves Striou, le directeur général du travail, qui avait primitivement coché la date du 20 juin dans son emploi du temps, mais qui a été retenu par d'autres obligations de dernière heure. Aussi, c'est un réel honneur pour moi de le représenter aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je me joins aujourd'hui à votre Assemblée et ce qui témoigne donc de l'importance que revêt la protection des travailleurs. En effet, votre 12e congrès, et si j'ai bien retenu, c'est qui se tient selon un rythme de tous les 2 ans, est un événement particulièrement important et qui réunit tous les acteurs de la radioprotection en France. Alors pour nous, la nécessité de protéger les travailleurs, je sais que vous partagez cette obligation, est inscrite dans les normes les plus hautes de notre ordonnancement juridique. À titre d'exemple, le préambule de la Constitution de 1946 rappelle que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Mais au-delà de l'affirmation de cette volonté de protection des travailleurs, c'est réellement par le déploiement d'une politique concrète et déterminée en matière de santé au travail que cette protection peut être effective et être assurée. Cette politique ne peut être efficacement menée sans une collaboration étroite avec les spécialistes de chaque risque, les préventeurs et les organisations représentatives des employeurs et des personnels. Alors, dans un premier point, je voudrais insister sur certains éléments démontrant que nous sommes dans une phase de politique volontariste en matière de santé au travail. Donc, la Direction générale du travail, et plus précisément donc, la sous-direction que je dirige, constitue la cheville ouvrière de la conception du suivi de la politique de santé au travail. En pratique, les principales actions menées en matière de santé au travail sont priorisées et répertoriées dans le plan santé au travail qui correspond à une stratégie nationale de santé sur la période 2016-2020. Ce plan traduit tant dans sa méthode d'élaboration que son contenu l'ambition d'une mobilisation de tous qui s'est notamment concrétisée par son adoption à l'unanimité, je pense que c'est un élément important à souligner, unanimité de la part des employeurs, représentants des employeurs, des salariés, des préventeurs. Réunis au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le Conseil d'orientation des conditions de travail, c'est une structure qui est rattachée au ministère du Travail, qui a un rôle d'orientation et aussi d'élaboration des textes. Nous avons donc identifié des priorités innovantes et partagées par tous,
en matière de santé de sécurité au travail, et c'est donc notre feuille de route pour la période 2016-2020. Ces priorités traduisent un profond renouvellement de l'approche de la santé au travail en faveur de la prévention primaire, dans le cadre d'une approche positive du travail, incarnée par la qualité de vie au travail. Alors, le PST3 opère aussi un renversement de perspective assez radical en se tournant résolument vers une approche positive du travail, facteur de santé, sans oublier néanmoins l'aspect réparation. Alors, la DGT veille à la mise en œuvre effective des actions programmées en mettant en place un pilotage et un suivi renforcé du plan et en s'assurant, et j'insiste beaucoup sur ce point, sur une déclinaison territoriale qui correspond aussi aux réalités qu'on peut rencontrer en région. Notamment pour votre région, qui d'autant plus a la particularité d'avoir regroupé 3 régions préexistantes, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté son PRST 3. Ainsi, la conception de la politique de santé au travail, comme sa mise en œuvre, doivent faire l'objet de partenariats étroits. C'est donc dans ce cadre global et renouvelé de la politique de santé au travail que s'inscrivent les actions menées en matière notamment de radioprotection. Le PST3, décliné dans toutes les régions via les PRST3, produit des exemples. Et en matière de radioprotection, je voudrais en citer 2. Ainsi, à titre d'illustration, en Île-de-France, une action est menée sur la mise en œuvre de mesures de prévention des risques liés au rayonnement ionisant en matière de radiologie interventionnelle, en englobant l'ensemble des travailleurs concernés, les salariés, fonctionnaires, indépendants. La région PACA mène pour sa part une action qui a pour objectif d'évaluer et de prévenir le risque radiologique professionnel dans les opérations de radiographie industrielle. Alors, au-delà des actions régionales, le PST3 porte également des actions très concrètes, comme celle qui s'inscrit dans un de ses objectifs, intitulé « Simplification », et qui concerne la simplification de la réglementation, notamment en matière de rayonnement ionisant. Et nous en aurons un exemple concret, puisqu'à l'issue de la totale transposition de la directive 2013-59 et du décret du 4 juin dernier, du 4 juin de 2018, nous passerons de 20 arrêtés d'application de la part de la Direction générale du travail à 9. Ce qui permettra, c'est le but poursuivi, une meilleure lisibilité et application de la réglementation. Alors, la radioprotection pour nous est un axe majeur. Pourquoi ? Parce que les rayonnements ionisants constituent pour les travailleurs susceptibles d'y être exposés un risque important qu'il convient de prévenir, de limiter, au même titre que ceux liés à d'autres expositions. Comme vous l'a dit M. Le Guen, nous avons bien d'autres risques qui peuvent affecter les salariés, les risques chimiques, biologiques, chute de hauteur, pour lesquels nous devons avoir une politique, je dirais, assez interventionniste et, si possible, efficace, et bien s'assurer de l'effectivité de son application. Alors, si on fait un peu l'histoire en matière de radioprotection, vous savez que les premiers principes de protection des travailleurs ont été posés dès 1966 sur la base des premières évaluations néfastes des rayonnements ionisants sur l'homme. Compte tenu du développement du programme national de production d'énergie nucléaire et de l'accroissement de l'usage à des fins thérapeutiques des rayonnements ionisants, les principes affirmés dans ce premier décret ont été complétés pour l'industrie nucléaire par le décret du 28 avril 1975 et pour les autres secteurs en 1986. Pour prendre en compte les connaissances scientifiques les plus récentes quant aux conséquences sanitaires des expositions ainsi que l'évolution des volumes d'activité et des pratiques, notamment dans le domaine médical, le ministère a procédé en 2003 à une totale refondation et modernisation des règles par le décret du 31 mars 2003. Ce dernier texte venait transposer la directive Euratom 96-29 et simplifier le droit français en créant un cadre unique de protection pour l'ensemble des travailleurs exposés dans l'industrie nucléaire ou le secteur médical. Alors, ce processus de modernisation s'est poursuivi par un décret du 5 novembre 2007 qui a transposé la directive Euratom 2003-122, puisqu'en effet, en matière de risques exposant les salariés, vous savez que nous sommes soumis à une influence très forte du droit européen. Droit européen qui s'était concrétisé notamment par une directive dite mère qui posait les grands principes en 1989 et 24 directives dites filles qui, par risque particulier, doivent être transposées par les États membres en Europe. Et enfin, et cela occupe une bonne partie des travaux que vous avez dû avoir depuis 2 jours et la séance d'aujourd'hui, la directive Euratom 2013-59 du 5 décembre 2013 a été transposée récemment par 2 décrets du 4 juin 2018. Donc je vous rappellerai quelques grands principes introduits par ces 2 décrets.
J'insiste beaucoup d'abord sur, je pense, une des clés de la réussite et de l'application du droit. C'est la méthode qui a été utilisée, pas spécifiquement forcément pour les rayonnements ionisants, mais que nous avons appliquée pour les rayonnements ionisants au même autre risque, c'est que le processus d'élaboration des textes a été fait en poursuivant un partenariat très étroit avec tous les interlocuteurs concernés. Alors, les objectifs recherchés lors de l'élaboration de ce texte ont été de renforcer l'effectivité des mesures de prévention des risques pour les travailleurs, d'adopter une approche graduée de l'évaluation des risques homogène avec celle retenue pour les autres risques professionnels, notamment par une décorrélation entre la mise en œuvre des dispositions de prévention et certains régimes administratifs existants, d'assurer une approche intégrée de l'ensemble des risques professionnels pour en permettre une meilleure appropriation, et afin de mieux graduer les exigences au regard de la nature et de l'ampleur du risque, et ainsi apporter la souplesse nécessaire, notamment aux PME. Mais cette clé de réussite, à mon avis, reposait notamment sur une méthode, et ce que nous souhaitions, c'était des échanges soutenus en amont avec les parties prenantes, telles que les partenaires sociaux, les réseaux de personnes compétentes en radioprotection, les exploitants, avec l'Institut, avec l'IRSN, avec l'ASN, avec qui nous partageons également un rôle de contrôle de la radioprotection. Et je tiens à souligner que nous avons pleinement apprécié notamment l'expérience apportée par l'IRSN et l'ASN. En même temps, nous sommes appuyés sur des travaux, des échanges qui ont été menés à travers différents groupes de travail, tels que dans le jargon le GT zonage, le GT PCR, les travaux du livre blanc et les échanges avec les groupes permanents de l'ASN. En même temps, nous avons mis en place des groupes miroirs préalables à la commission spécialisée du numéro 2 du COCT, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la commission qui a examiné les textes avant qu'ils soient soumis au Conseil d'État. Je pense que ça a été une clé de réussite de compréhension des textes, puisque finalement, le retour que nous avons eu après cette publication, c'était qu'il y avait eu un partenariat étroit qui avait permis leur adoption. Alors, les décrets du 4 juin apportent les principaux changements suivants. L'adoption d'une approche graduée de gestion du risque radiologique et une harmonisation avec la gestion des autres risques professionnels. La prise en compte des expositions des travailleurs lorsque celle-ci est inférieure à 1 millisievert par an. L'abaissement de la valeur limite d'exposition cristallin de 150 à 20 millisieverts par an. L'intégration du risque radon dans l'évaluation du risque. La simplification du zonage avec des niveaux de référence mensuels et des dispositions spécifiques pour les extrémités, le cristallin et le radon. La refonte de l'organisation de la radioprotection avec personnes compétentes à radioprotection et organismes compétents en radioprotection, et son articulation entre les dispositions imposées par le Code du travail et celles imposées par le Code de la santé publique. L'élargissement des accès de la personne compétente en radioprotection à toutes les doses équivalentes et aux doses internes après concertation avec le médecin du travail. La réorganisation des contrôles techniques désormais appelés vérification, et enfin la réorganisation des dispositions relatives à l'urgence radiologique. Aussi, pour permettre aux entreprises de s'approprier toutes ces nouvelles dispositions, le ministère du Travail et l'ASN ont mis en place des mesures d'accompagnement. Alors, il est important, il ne suffit pas de bâtir une réglementation, ce que nous souhaitons, nous, notamment vis-à-vis des PME, TPE et vis-à-vis des employeurs de bonne foi qui ont des difficultés vis-à-vis de l'interprétation de la réglementation. Ceci traduit par les dispositions suivantes. L'élaboration d'une instruction du 2 octobre 2018 avec l'ASN explicitant les dispositions du décret et les mesures transitoires associées. L'élaboration future avec l'IRSN de fiches à caractère technique et opérationnel à l'intention des employeurs sur différentes thématiques telles que le radon, les méthodes d'évaluation des risques, le zonage, le suivi dosimétrique des travailleurs, la mise en place d'un fichier questions-réponses. Et puis, à l'exemple d'aujourd'hui, c'est la participation de la DGT à différents séminaires ou congrès vis-à-vis de sociétés savantes, telles que l'Association aussi des dotistes de France, l'Association des médecins du travail des salariés du nucléaire et la Commission nationale de la radioprotection vétérinaire. Par ailleurs, la DGT participe à des journées thématiques comme celle organisée par l'IRSL et NRS, à l'exemple de celle qui a été organisée le 6 juin dernier sur le radon. Enfin, ce que nous essayons de faire aussi, c'est répondre dans la mesure du possible aux nombreuses sollicitations des réseaux régionaux des personnes compétentes en radioprotection. Alors, en conclusion, je pense que vous avez pu le voir, le risque rayonnement ionisant nécessite l'élaboration d'une réglementation robuste, efficace pour permettre la prévention des expositions. Néanmoins, une réglementation ne peut avoir ces caractéristiques que si elle se nourrit des expériences des préventeurs, des experts, des chercheurs, mais aussi des exploitants,
et elle n'est utile que si elle est effectivement comprise et appliquée sur le terrain. Alors, à cet effet, je souhaite rappeler que le contrôle de l'application des dispositions du Code du travail constitue une mission fondamentale pour la DGT, et elle signe de l'importance de cette thématique, puisque la moitié des contrôles réalisés chaque année, environ 120 000, sont sur le champ de la santé et de la sécurité au travail. Les inspecteurs du travail assurent cette mission conjointement avec les inspecteurs de la radioprotection de l'ASN en matière de rayonnement ionisant, et je souhaite ainsi saluer la parfaite collaboration que nous avons su construire au fil du temps avec l'ASN, et qui permet d'assurer une présence sur le terrain particulièrement efficace. Alors, tout au long du processus d'élaboration des textes récents et de mise en œuvre effective, nous félicitons de votre rôle. La DGT sait pouvoir compter sur votre application sans faille et je vous remercie de nous accompagner pour protéger l'ensemble des travailleurs. Par ailleurs, j'invite les réseaux régionaux de préventeurs, notamment les réseaux PCR, à poursuivre leurs actions de communication et d'information sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires et de ne pas hésiter à solliciter les agents des directions régionales, des directs, inspecteurs du travail, ingénieurs de prévention, inspecteurs médecins du travail. En effet, ceux-ci pourront leur apporter un éclairage régional sur les dispositions concernant le Code du travail. Et enfin, si vous en êtes d'accord, la DGT vous donne rendez-vous dans 2 ans à votre prochain congrès afin de pouvoir changer avec vous sur le retour d'expérience à tirer des 3 ans de mise en œuvre des décrets précités, d'autant plus qu'on peut espérer, même si le temps administratif n'est pas toujours maîtrisable, qu'à cette date, le corpus réglementaire devrait être complet avec la publication des 10 arrêtés attendus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Tézé. Je vous invite à venir nous rejoindre, ainsi que Thierry, pour lancer cette table ronde. Alors, je vais, avant de prendre les questions de la salle, je vais juste introduire rapidement, en rebondissant finalement sur ce que vous avez dit, parce qu'on a un nouveau décret qui fait effectivement pas mal parler, donc sorti depuis maintenant 1 an. Et donc c'était juste pour un petit peu rappeler ce qu'il y avait, le contexte dans lequel ce décret était sorti, donc avec un cadre qui était des attentes que les professionnels avaient exprimées, notamment tous les travaux autour de la dosimétrie, le livre blanc, etc., avec donc beaucoup d'attentes des professionnels. Une directive européenne, vous l'avez mentionné, sortie en 2013. Des contraintes, et notamment celle du Premier ministre de l'époque, il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, je crois, sur la simplification administrative, tant sur le nombre des textes que sur la facilité ou sur leur applicabilité, on va dire. Et donc là, vous l'avez mentionné aussi, le ministère du Travail a fait sienne cette contrainte en essayant d'aller vers la facilité d'application, en particulier pour les petites entreprises. Et puis une volonté, celle de se rapprocher du droit commun, parce que la radioprotection est l'un des risques sur le lieu du travail. Voilà. Alors, on a eu quelques petites questions qui nous sont arrivées aussi en préalable, en amont de ce congrès, et notamment une des questions sur... en fait, il y a un décret qui est sorti, je résume un petit peu la question, parce qu'elle est assez longue, sur les champs électromagnétiques. Et donc la question portait sur, finalement, quelle mise en œuvre de ce décret, et est-ce que la PCR est susceptible de jouer un rôle dans, je crois, l'article 23 du décret qui parle notamment d'une personne désignée par l'employeur et qui serait en charge de prendre en compte ce risque. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de prendre cette question, de tenter de vous apporter la réponse. Les questions qui sont peut-être plus ciblées radioprotection, avec l'accord de mon sous-directeur, pour lequel j'apporte maintenant un appui. Donc, j'en profite aussi pour utiliser ce droit à la parole qui m'est offert par la SFRP, pour rappeler que j'ai quitté mes fonctions de chef du pôle radioprotection, de chef du pôle risque physique, intégrant notamment les aspects radioprotection, depuis maintenant pratiquement 2 ans, et que Hervé Vissot, ici présent dans la salle, assume maintenant ses fonctions pleinement et avec une grande efficacité. Donc je répondrai aujourd'hui plutôt aux questions qui ont
en fait, aux orientations qui ont prévalu à l'élaboration de ce texte, et donc en relation avec ces années de travail passées. Donc, concernant les champs électromagnétiques, vous avez noté cette similitude que l'on peut trouver dans la construction du texte encadrant la prévention des risques champs électromagnétiques et celle encadrant maintenant les risques liés au rayonnement ionisant. Cette construction semblable fait que, effectivement, nous avons incité, dans la gestion du risque champ électromagnétique, à la désignation d'une personne spécialisée pour la gestion de ces risques. Le parallèle avec la radioprotection s'arrête là. Nous ne sommes pas dans le cas spécifique de la radioprotection où on trouve la personne compétente en radioprotection initiée en 1966 et reprise dans le décret de 86. Nous sommes plutôt sur les dispositions de droit commun, c'est-à-dire que la personne que va désigner l'employeur pour se charger de la gestion des risques champs électromagnétiques est, de manière privilégiée, le salarié compétent, tel que prévu par le Code du travail en matière de droit commun. Je rappelle que ce salarié compétent peut être désigné au sein de l'entreprise ou l'employeur peut s'appuyer sur les services de santé au travail, et notamment les IPRP. Évidemment, si dans un même établissement, il existe des risques champs électromagnétiques et des risques rayonnement ionisant, la PCR peut constituer un appui, mais ce n'est pas dans ses gènes, et ce n'est pas les champs électromagnétiques ne sont pas intégrés dans la formation initiale de la PCR. Merci beaucoup Thierry. On va passer à une question qui a été posée par SMS dans la salle. Donc vous avez abordé, j'essaie de lire en même temps, restez près du micro. Vous avez abordé les PME dans votre intervention. Quelles sont les grandes orientations retenues par la DGT suite à la publication du rapport sur la santé au travail de Madame Lecoq? Et petit 2, les difficultés rencontrées par les TPE ou PME mentionnées dans ce rapport ont-elles été prises en compte? Comment peut-on améliorer le service en termes de conseils en prévention, Alors, pour vous répondre, je vais peut-être d'abord rappeler un peu le contexte du rapport de Madame Lecoq. Comme l'a abordé M. Le Guen tout à l'heure, il a brossé une situation, un panorama de la situation notamment de l'accidentalité en France. En fait, si on voit s'il y a une orientation positive depuis notamment l'après-guerre, néanmoins, depuis quelques années, nous sommes sur un plafond de verre et nous n'arrivons pas à le franchir dans le bon sens. C'est-à-dire que schématiquement, nous sommes sur un palier, sur une crête à 630 000 accidents du travail, un peu moins de 50 000 maladies professionnelles reconnues, et nous n'arrivons pas à influer la ligne, je dirais, la courbe, dans la bonne direction sur une baisse encore plus significative. En même temps, ce qui nous a été remonté du terrain, ou le constat qui a pu être fait, c'est qu'on a un système de santé au travail, notamment si on fait des comparaisons européennes, qui est robuste, qui apporte certaines garanties, mais il faut améliorer le partenariat entre les intervenants. Et notamment, ce qui remonte du terrain, c'est que les chefs d'entreprise ne se retrouvent pas toujours dans le maquis des intervenants. Par rapport au coût aussi des prestations demandées, ne s'y retrouvent pas forcément. Et les salariés ont un peu également ce sentiment. Donc, en fait, le gouvernement a confié une mission à Madame Lecoq au premier semestre 2018. Elle a rendu son rapport au mois d'août 2018. Alors, le temps administratif est ainsi fait qu'il y a eu digestion, entre guillemets, du rapport. Et celui-ci, à la date d'aujourd'hui, est aux mains des partenaires sociaux. C'est-à-dire ce que le gouvernement a décidé, par une lettre co-signée des ministres de la Santé et du Travail, c'est demander aux partenaires sociaux, dont représentants employeurs salariés, jusqu'à la mi-juin, donc on arrive quasiment au point d'arrivée, de réfléchir aux principales préconisations du rapport Lecoq et voir ce qui pourrait être confié à la négociation et de l'autre côté, ce qui pourrait être confié à la concertation. Les conclusions des partenaires sociaux sont attendues pour la fin du mois et ensuite on examinera à nouveau avec les partenaires sociaux ce qu'il en est. Donc je dirais, par rapport au calendrier initial, on aurait pu penser à avoir un axe d'action bien déterminé. Cet axe d'action, on devrait le connaître pour la rentrée. Et donc, évidemment, les aspects TPE, PME sont bien identifiés. En même temps, un autre rapport avait été remis
au gouvernement, plus ciblée sur le risque chimique par le professeur Frima. Le professeur Frima, qui est un professeur spécialiste en médecine du travail et qui en même temps est le président de la commission spécialisée chez nous qui traite des maladies professionnelles, des tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a une très bonne connaissance donc de l'aspect prévention et aussi de l'aspect réparation. Donc ce lien nous semblait particulièrement intéressant. Et bien évidemment, il est plus ciblé sur les expositions aux agents chimiques dangereux, pour lequel nous avons bien conscience que notre réglementation est difficile à être appliquée, notamment pour les TPE-PME. Donc à la date d'aujourd'hui, je vous fais une réponse un peu de normand, mais parce que le calendrier administratif fait que les aspects décisionnels devraient plutôt être connus à la rentrée de septembre. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Alors, c'est pas parce qu'on fonctionne par SMS que ça nous empêche de prendre des questions sur doigt levé dans la salle. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Alors, je vois qu'on a une deuxième question par SMS. Alors, ah d'accord, ok, oui, ok. Donc voilà, une question assez pratique, mais d'importance. À quelle date... Alors, elle est passée où la question? Ah voilà, parce que les questions arrivent là, alors ça bouge. À quelle date tous les arrêtés seront-ils parus? Je crois que vous avez évoqué 9 arrêtés dans votre... 10. On va faire un lot, 10 on va faire 10. Pardon. Tu as le 10e gratuit pour les 9 premiers. Alors, le directeur général avait fixé comme orientation la publication de l'ensemble des arrêtés dans les 2 ans qui suivaient. Les contraintes liées notamment aux consultations de l'ensemble des partenaires devant rendre un avis formel font qu'il y aura certainement un petit peu de décalage et on peut penser que l'ensemble des arrêtés seront parus avant le prochain congrès de la SFRP, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, dans 2 ans, ce qui nous fera presque une année de retard. Mais je rappelle que notamment tous ces arrêtés sont soumis à la consultation de la Commission européenne, qui est quand même une consultation formelle assez difficile, et qu'aujourd'hui, en application notamment de la circulaire du Premier ministre que tu as mentionnée, les évaluations de l'impact, qu'on appelle fiches d'impact, doivent être rendues également pour l'ensemble des arrêtés, ce qui ralentit un petit peu le processus d'élaboration. Mais nous conservons quand même un objectif d'être beaucoup plus performant que sur la transposition de la directive 96-29, parce que je rappelle qu'on avait quasiment mis 15 ans à prendre l'ensemble des arrêtés d'application du décret de 2003. Donc quand même, voilà, on a largement... et alors, sous le contrôle évidemment d'Hervé, mais nous devrions avoir le premier arrêté tant attendu relatif à la surveillance dosimétrique des travailleurs au JO dans quelques jours. Voilà, on peut dire avant la fin du mois de juin, puisque tout le processus administratif est terminé. C'est vraiment plus qu'un problème de publication. Et on peut espérer l'arrêté zonage toiletté avant la fin de l'année. Bon, après, les arrêtés vont s'échelonner. L'arrêté organisant la formation des PCR et organisant également les OCR, donc les organismes externes, en fin d'année. Il dit oui. Il dit oui, donc il s'engage. Fin d'année. Et après, les autres, je sais que les chantiers sont déjà engagés sur l'organisation des pôles de compétences au sein des INB, qui va arriver un petit peu de manière décalée, et un arrêté très attendu, je pense, de votre part, qui est l'arrêté vérification, qui va remplacer l'ancien arrêté contrôle, pas de leur petit nom les deux, hein, et qui vont fixer désormais les modalités d'exécution des vérifications initiales et périodiques prévues dans le décret de 2018. Alors, toujours sur le plan des arrêtés, là, des évolutions donc, réglementaires, une question concernant le système de certification des organismes de formation PCR, parce qu'on a un système qui fonctionne aujourd'hui. Et donc la question est de savoir quels seront
les dispositions pour la transition finalement entre le système actuel et le système, notamment avec les OCR, etc., à l'avenir. Pour habitude, comme sur l'ensemble des dispositifs que l'on fait maintenant, on met en place un système de tuilage, on va qualifier de tuilage, qui permet, pendant une période donnée, en règle générale, 18 à 24 mois, bon après ça peut être fluctuant et on verra ce qui sera retenu in fine, mais une période de tuilage en gros 2 ans, qui permet aux organismes qui exercent leur activité sous l'égide de l'ancien dispositif de continuer leur activité, alors que les organismes qui vont réaliser leur activité sous l'égide du nouveau dispositif peuvent commencer à agir. Donc on a une période, comme vous l'aviez connu d'ailleurs sur la transition précédente, on a une période de tuilage des deux dispositifs. Merci. Est-ce que toujours pas de questions doigt levé dans la salle? Non, alors je continue avec une question posée par SMS. Donc, une question intéressante. Et, bon, il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Donc, de votre point de vue, quelles sont les dispositions dont la mise en œuvre va être la plus délicate? Et puis comment vous allez suivre un petit peu l'efficacité ou les évolutions, la prise en compte des évolutions au fur et à mesure déjà de l'apparition du décret et puis des arrêtés à venir? Je répondrai dans un premier temps plus sur un aspect général, je dirais, d'écoute et de partenariat. Je pense que la méthode que nous avons de s'appuyer sur les compétences, et vous êtes la preuve, la représentation de cette compétence, c'est que nous essayons de bâtir, même si le contexte en lui-même est fortement impulsé par la Commission européenne, c'est que nos textes soient, si possible, qu'on ait une cible. Nous atteignons ce cœur de cible dès le départ, c'est-à-dire que nos textes, malgré la technicité de la matière, on n'y échappe pas. Moi, en tant que généraliste, si je compare vos attributions par rapport à d'autres risques professionnels, c'est vrai que nous sommes sur une matière qui est quand même aride. Mais nous essayons dans un premier temps, donc par le partenariat que nous mettons en œuvre dans l'élaboration des textes et surtout le suivi que nous en avons ensuite en aval, voir si nous faisons fausse route ou pas. C'est-à-dire que notamment à travers les débats de la commission numéro 2 du COCT, nous avons des retours via l'ASN, via l'IRSN, les associations représentant des employeurs, des salariés, des préventeurs, savoir si nous avons fait fausse route ou pas, de manière à pouvoir, si le paquebot doit suivre une autre ligne, tout en respectant les principes fondamentaux qui sont posés notamment par la directive, eh bien, mettre une modification qui correspondrait à ces grands principes. D'ailleurs, c'est l'état d'esprit aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du rapport Lecoq, si jamais, notamment en matière de radioprotection, on se rendait compte que certaines dispositions, à mon avis plutôt réglementaires, du niveau du décret ou de l'arrêté, nécessitaient, je dirais, une inflexion, comme nous aurons un vecteur législatif, donc par la partie législative, puis ensuite des décrets, parce que nous avons un système réglementaire important où une loi nécessite des décrets arrêtés, nous pourrions corriger le tir. Donc c'est par une écoute. Et moi, les retours que j'ai globalement, c'est que pour ce risque particulier, je pense que, vu votre niveau d'expertise, l'écoute que nous essayons d'avoir vis-à-vis de vous, assez souvent, si sur le fond on se rend compte qu'une disposition nécessite d'être modifiée, cette modification serait faite. Je te laisse compléter. Alors là où ça se complique, j'imagine par rapport au débat que l'on a eu lorsqu'on a préparé les textes, il y a incontestablement le radon. Je pense à la déclinaison par les entreprises des dispositions nouvelles introduites par la directive sur le radon. On peut penser que les domaines d'activité dans lesquels les rayonnements ionisants étaient déjà gérés devraient pouvoir appréhender ce risque radon de manière assez aisée, ou en tout cas disposer de la compétence pour le faire, parce que les PCR ont une compétence transverse et générale, donc devraient pouvoir gérer cette question-là. Le point difficile que l'on voit aujourd'hui, c'est que les dispositions relatives au radon trouveront à s'appliquer dans des champs d'activité professionnelle qui n'ont jamais entendu même parler d'un risque de cette nature et qui n'imaginent même pas pouvoir être exposés à des rayonnements ionisants.
Donc ça, c'est peut-être une des premières difficultés. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons identifié des secteurs d'activité aussi divers que la boulangerie ou la boucherie qui pourront être concernés par le risque radon. Donc voilà, ça va être vraiment une difficulté pour les services, peut-être aussi un défi pour la SFRP future, de réussir à divulguer une connaissance et des informations vers des secteurs qui ne sont pas des secteurs, je dirais, qui ne relèvent pas du cœur de cible initial d'une société savante, quoi, finalement. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'on attend des questions très larges. Alors, comme l'a souligné Frédéric Thésée, les services des directs et la SN et les divisions de la SN seront en appui, mais voilà, ça, on aura certainement un gros travail à faire sur ce champ, et la SFRP y contribuera très certainement. Bon, après, de manière plus technique, alors là on s'adresse peut-être aux techniciens des contrôles techniques ou des vérifications, c'est quand même une révolution pour l'organisation de ce que l'on qualifiait de contrôle technique, qui au fil des années avait peut-être dérivé sur un contrôle de second niveau, que l'on pouvait qualifier finalement de... Voilà, qui pouvait parfois s'apparenter un peu à un contrôle d'inspection, dont on pouvait confondre le sens. Aujourd'hui, ces dispositions reviennent dans le droit commun, donc on revient sur de la vérification initiale, de la vérification périodique. Donc les contrôleurs vont, pas je dis les contrôleurs, les vérificateurs vont retrouver leur rôle technique, et donc pour un certain nombre, il va falloir qu'ils se réapproprient la technicité, très certainement, qu'ils se réorganisent aussi. Et donc, c'est un second sujet sur lequel on pourra avoir matière à débat. Merci. Merci Thierry. Je vais alterner entre des questions qui ont été posées au préalable en préparation de ce congrès, puis des questions qu'on reçoit par SMS. Donc là, une question sur finalement les synergies peut-être entre différents codes. Donc l'exemple qui est pris, alors là encore une fois je vais résumer parce que la question fait une page. Donc en gros l'esprit de la question c'est, on va parler par exemple, si on prend une hotte qui assure du confinement dans un laboratoire, elle peut être considérée à la fois comme un équipement de protection collective pour les travailleurs, puis aussi du fait qu'elle est équipée de filtres, par exemple, et reliée au système de ventilation, comme aussi un élément qui assure la protection de l'environnement et la population. Et donc, l'esprit de la question, c'est à ce moment-là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une certaine synergie entre les contrôles ou vérifications exigées au titre du Code du travail et du Code de la santé publique? En première réponse, je pense qu'il faut être très vigilant sur ces lectures. Et je pense que, je présume en tout cas, que toutes les personnes dans la salle ont lu l'instruction du ministère du Travail et co-signée par la SN sur les mises en œuvre de ces dispositions. Alors, concernant les protections collectives, et plus particulièrement les protections collectives qui pourraient relever de la responsabilité du responsable de l'activité nucléaire, c'est une nouveauté qui est introduite dans le dispositif réglementaire, effectivement avec 3 appuis, puisqu'on va ces dispositions sont portées à la fois dans le Code de la santé publique, dans le Code de l'environnement et dans le Code du travail. Je vous dirais qu'initialement, l'objectif était un objectif de simplification. Vous ne le voyez peut-être pas sous cet angle-là. Nous non plus tout de suite, là. Mais je pense qu'il faudra qu'on travaille sur la question. Pourquoi simplification? C'est que, comme l'a souligné Yann, le responsable de l'activité nucléaire se doit de mettre des protections pour protéger l'environnement et le public. L'employeur doit protéger les travailleurs. Bon, on s'est rendu compte quand même, on observe un petit peu, que parfois il s'agit des mêmes protections. Donc, la réflexion de l'administration, c'est de se dire, lorsqu'il s'agit des mêmes protections, on ne va pas demander à 2 personnes différentes de mettre 2 fois les mêmes protections. Et donc, on a construit un schéma réglementaire qui permet de prendre en compte des protections qui auraient été mises par le responsable de l'activité nucléaire ou l'exploitant en amont,
à des fins autres, mais qui, in fine, protègent également le travailleur. Et donc prendre en compte ces protections dans le mécanisme de protection des travailleurs. Donc vous voyez que sur l'objectif, l'objectif était louable. Les outils réglementaires et législatifs, puisque ça a été introduit en législatif, nous permettent de mettre en œuvre ces mesures. Vous aurez donc tous noté dans l'instruction que nous sommes très prudents sur la mise en œuvre de ces mesures. Il y a un cadre très strict, c'est-à-dire que ce n'est pas toute mesure. Dès lors qu'une protection collective, donc une aération, une protection de haute, a été mise en place pour protéger l'environnement, ça ne la fait pas basculer de fait. Il y a une observation, vous l'aurez noté dans l'instruction, il y a une sorte de checklist que l'on doit remplir, et c'est si toutes ces conditions sont remplies, alors l'administration, en l'occurrence l'autorité de sûreté nucléaire, peut considérer que cet équipement de protection collective bascule dans ce nouveau champ et sera regardé comme une protection collective relevant de ce nouveau champ. Donc il faut retenir que c'est un dispositif très nouveau, c'est un dispositif qui n'a en aucun cas vocation à se généraliser, il a vocation à être utilisé de manière parcimonieuse, j'allais dire, par l'administration, et à des fins de simplification pour l'exploitant nucléaire ou pour l'installation médicale. Donc on est véritablement dans un système qui va prendre de la vitesse. Je rappelle que nos deux directeurs généraux se sont rencontrés sur la question et ont convenu qu'avant qu'une disposition de cette nature soit mise en œuvre par les services de l'autorité de sûreté nucléaire, des échanges auront lieu avec les services juridiques de la DGT pour s'assurer de la cohérence du mécanisme. Donc, voilà, sachez que ça se mettra en place progressivement, et je rebondirai sur les propos de Frédéric. Nous serons très attentifs aux remontées de terrain, et si évidemment des difficultés apparaissaient, nous vous invitons à en informer l'administration, donc l'ASN de son côté, et la DGT, simultanément, ou tout au moins concomitamment, de telle sorte à ce que nous puissions traiter et observer s'il n'y a pas eu dérive sur la mise en œuvre du système. Et nous pourrons, comme l'a dit Frédéric, nous aurons un outil législatif. Bon, nous pensons avoir un vecteur législatif, si le ministre poursuit son chemin. Nous pensons avoir ce vecteur législatif. Et donc, s'il y avait un ajustement à apporter, nous pourrions le faire au cours de l'année 2020. Juste peut-être... il y a une question dans la salle, très bien. Oui, Bernard Lefebvre. Je voudrais juste compléter sur la question sur un point. C'est que quand on est dans le Code du travail, au niveau donc décret en Conseil d'État, les vérifications doivent être, les vérifications initiales, j'entends, doivent être faites par un organisme accrédité. Quand on est dans le Code de la santé publique, par un organisme agréé par l'ASN. Donc, a priori, on doit faire venir deux organismes pour à peu près la même chose. Ah oui, mais il faut bien qu'on crée de l'emploi quand même. Non, en fait, vous ne ferez pas venir deux organismes. Je rappelle, nous avons deux codes, deux dispositifs qui sont parallèles et pour lesquels un pontage a été créé. Aujourd'hui, ce sont les arrêtés. C'est l'arrêté vérification dont on parlait tout à l'heure qui va articuler ce mécanisme. Évidemment, l'objectif, je vous le dis, l'objectif était de simplifier la vie de l'exploitant nucléaire ou du responsable de l'activité nucléaire et de l'employeur, de telle façon à éviter les redondances. Il est évident que pour un même équipement de travail, si celui-ci a été vérifié par un organisme qui en a la compétence, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on donnera la compétence à l'organisme agréé pour vérifier ça ou ça. C'est le travail qu'est en train de conduire l'administration. Mais a priori, si ces deux organismes sont compétents pour vérifier le même objet, alors une vérification faite par l'un vaudra pour l'autre. C'est-à-dire sera regardée comme vérification faite par l'autre. Donc on n'aura pas de redondance une fois l'arrêté vérification publié. Et l'arrêté, la DGPR travaille également sur l'arrêté c'est un arrêté pour la déclinaison du Code de la santé publique. Donc la DGPR travaille également conjointement avec la SN pour finaliser
les dispositions qui s'appliqueront désormais aux organismes agréés de la SN, et évidemment, on œuvre ensemble. Donc, il y aura une articulation étroite entre les deux. Je crois que la fin de la table ronde est prévue dans 5 minutes à peu près, donc il va falloir qu'on fasse un petit tri. Il y a une main qui se lève. Ouais. Ah non, d'accord. Non, juste sur le sujet, Monsieur Thésée, en fait, cette dualité là entre finalement champ travail et champ population, vous évoquiez les produits, les produits chimiques tout à l'heure. Est-ce qu'elle est spécifique à la radioprotection, ou est-ce qu'on a déjà aussi réglé dans d'autres domaines cette dualité entre protection des travailleurs et puis exposition des populations? Je vais prendre un exemple, il me semble, que les leçons du passé nous permettent de pouvoir agir et sans doute d'avoir un système qui est plus protecteur maintenant qu'il n'était par le passé. Une substance pour nous chimique qui est vraiment emblématique, c'est notamment l'amiante. Vous connaissez donc la catastrophe sanitaire que ça a été, le caractère très douloureux pour les personnes qui en ont été atteintes et comment les pouvoirs publics ont réagi par rapport à un manquement qui a été constaté notamment par le Conseil d'État en 2004. C'est notamment la création de l'Agence nationale sanitaire, l'ANSES, qui, si je prends l'exemple de l'amiante, a permis de fédérer d'abord dans sa gouvernance les principaux ministères concernés pour qu'on ait une même parole, de manière à agir de manière efficace, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des querelles de chapelle entre secteur santé, secteur environnement, secteur concurrence-consommation, secteur travail. À l'intérieur de l'ANSES, les pouvoirs publics sont représentés par 5 administrations, pour lesquelles le partenariat, la gouvernance est reconnue comme étant de qualité. La Cour des comptes, qui est tout à fait indépendante vis-à-vis de ces administrations, l'a reconnue. Et ce que l'on peut voir pour ce qui est dans le domaine de l'amiante, même si je vous l'accorde que la réglementation appliquée au quotidien est complexe, c'est qu'en termes de protection, nous avons désormais une réglementation la plus protectrice quasiment en Europe et même dans le monde. Nous avons essayé, alors c'est un travail de longue haleine, l'ANSES nous a permis de nous donner des expertises scientifiques indiscutables permettant au moment de l'adoption des textes que ces textes ne soient pas contestés par certains représentants qui auraient tout à fait eu voix à le faire. Donc à partir du moment où on a eu cette connaissance scientifique indiscutable, on a pu déclencher le temps administratif qui peut parfois être long parce qu'il faut prendre des décrets, il faut parfois prendre des articles de loi, il faut des arrêtés d'application. Mais si je regarde le travail qui a été fait en matière d'amiante, depuis notamment les derniers avis de l'ANSES en 2009, donc une période de 10 ans, eh bien, nous l'avons fait avec, dans l'ensemble, un très grand consensus entre notamment santé. Parce que si vous êtes exposé à l'amiante, par exemple, un plombier chauffagiste qui vient chez vous, s'il vient avec un salarié, il faut protéger le salarié et le chef d'entreprise, mais il faut aussi protéger l'environnement et aussi protéger, la population. Nous avons réussi, par des échanges qui sont quasiment quotidiens, par des explications de temps en temps si c'est nécessaire, s'il y a un dysfonctionnement, où là, le mécanisme administratif prévoit des réunions interministérielles d'arbitrage, avoir une réglementation qui a un réel sens. Alors, je vous accorde le petit bémol, c'est que maintenant, il faut pouvoir se l'approprier parce que, à l'image de notre réglementation de la réunion d'aujourd'hui, elle est très technique, mais qui a un réel sens. Et nous sommes dans un fonctionnement en administration centrale où vous pouvez prendre une décision qui concerne un autre ministère que si le texte est co-signé. Donc, je dirais, en amont, nous efforçons d'avoir cette collaboration. Merci beaucoup. Je regarde notre directrice générale pour savoir si... Encore 5 minutes. Alors, OK. Je regarde la salle. Y a-t-il des questions? Bon. Alors une question très technique. Pourquoi la carte de suivi médical a-t-elle été supprimée? Une réponse rapide. Je pense que c'est la voie de la dématérialisation. Et aujourd'hui, la base de données CISERI recueille l'ensemble des informations. Nous avions donc 2 objectifs, dématérialiser ces échanges et d'autre part, éviter les redondances. Alors, je vais prendre celle sur le... Il y a celle un peu incontournable en ce moment, sur le coefficient de dose radon. Donc...
La question donc sur le coefficient de dose comme en radon, hein, Yann, sur le coefficient de dose radon, oui, voilà oui, l'évolution. La réponse que l'on peut dire, c'est oui, à terme, ces coefficients, de par la directive, ont vocation à intégrer la réglementation française. Aujourd'hui, un travail conjoint a été engagé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère du Travail, avec l'appui de l'IRSN et de l'ASN pour s'assurer de la manière dont ces coefficients doivent intégrer la réglementation française et des suites qui seront à donner à cette intégration. Donc le travail est en cours, c'est assurément pas en 2019 qu'on parviendra à le faire, mais à terme, ça sera évidemment fait, comme la directive européenne le prévoit. Encore une petite question sur un exemple précis là, qui nous est envoyé par SMS. Toujours sur la problématique du radon, hein, parce que tu en as parlé, c'est quand même une nouveauté assez importante de la nouvelle réglementation. Donc, un ménage employant une aide à domicile et habitant au rez-de-chaussée dans une commune de potentiel de catégorie 3 est-il soumis aux dispositions relatives au radon en tant qu'employeur? La question n'a pas été préparée. Je ne sais pas qui a osé poser cette question, mais je vous remercie de l'avoir posée. Alors, première réponse, il n'y a pas de disposition particulière dans le domaine de la radioprotection, donc ce qui veut dire qu'on va s'appuyer sur le droit commun. Deuxième réponse, je ne suis pas capable de répondre, puisque je ne connais pas. Peut-être par contre que Nicolas Bessot, ici présent dans la salle, et notamment directeur du travail de titre, peut-il avoir la mesure? Parce que je sais qu'il y a des aménagements concrètement, hein, mais Frédéric, je ne sais pas si tu as le... Il y a des aménagements qui sont faits, c'est-à-dire l'ensemble des exigences applicables à un employeur ne se décline pas de manière brutale et en bloc aux particuliers qui emploient un salarié à domicile, notamment en matière de surveillance médicale. Il y a des déclinaisons particulières et gestion du contrat de travail. Bon, en revanche, là, on vous propose peut-être de travailler la question et de vous apporter une réponse ultérieure parce que c'est bouffe. Il aurait fallu un collègue. Là, on voit bien, on est sur ce que l'on appelle, nous, Direction Générale du Travail, des questions de relations de travail, et c'est une sous-direction différente de la nôtre. Bon, juste une dernière question sur une orientation dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs la dématérialisation. Donc, allez-vous permettre de faire des parties de formation de PCR en ligne? Question plus générale, d'ailleurs. Alors là, je sais, mais par contre, Hervé, tu vas répondre. Parce que du coup, c'est une approche générale. Effectivement, de plus en plus de formations aujourd'hui ont des recours à des modules en ligne. As-tu prévu ça dans le nouvel arrêté? En tant que tel, je ne crois pas. Par contre, ce sera sous couvert des délivrances des certifications par les organismes certificateurs qui s'assureront que les moyens mis en œuvre pour dispenser la formation soient conformes avec le DES et l'arrêté. Je vois que le président de la commission spécialisée numéro 2 du COCT souhaite s'exprimer. Ne fais pas courir trop vite parce qu'à son âge... D'abord, peut-être revenir sur la question de Bernard tout à l'heure, parce qu'elle est pertinente sur l'articulation entre les codes. Je voudrais quand même dire que dans ce travail que la DGT fait, qu'elle fait en amont et que nous faisons au sein de la commission spécialisée numéro 2, il y a des groupes de travail, il y a des groupes de travail miroirs qui s'appuient, et ces groupes de travail sont quand même ouverts, et en particulier pour le groupe de travail qui a lieu en ce moment sur l'arrêté vérification. L'ASN est bien évidemment présente, comme elle est présente aux réunions de la CS2 lorsque le thème rayonnement ionisant est présent. Donc effectivement, ça s'articule. La DGPR est aussi présente. Donc les autres administrations sont présentes pour qu'on tienne compte de cette articulation entre les codes. L'articulation entre les codes
elle est quand même pertinente, parce que je vois la question sur à l'instant qu'on vient d'avoir sur la fiche d'exposition. Effectivement, elle est supprimée au titre du Code du travail. Au titre du Code de la sécurité sociale, elle est toujours imprimée dedans parce que le texte n'a pas encore été mis à jour. Donc il y a ces choses-là à voir. Sur la question de l'arrêté PCR-OCR, qui n'est pas sorti, mais qui est quand même largement avancé, je vois mal, compte tenu de comment s'organise cette formation, c'est-à-dire c'est une formation intégrée avec un volet pratique et un volet théorique, et qui associe également un contrôle des connaissances, et notamment un contrôle continu. Très honnêtement, je vois mal comment on pourrait faire de la formation en ligne avec une formation telle qu'elle est articulée, telle qu'elle est prévue par l'arrêté à venir. Est-ce qu'il y a une dernière question courte dans la salle? Ou sinon, on va peut-être clore cette table ronde. Je n'ai pas de signe désespéré de Valérie, donc je ne sais pas. Voilà, c'est bon, c'est très clair. Monsieur Thésée, il nous reste à vous remercier pour votre venue et votre intervention. Et puis, si on a bien compris le sens de votre PST 3 2016-2020, le travail, c'est la santé. Merci beaucoup. Juste, on voit s'afficher, excusez-moi, on voit s'afficher sur notre système questions censurées, pas du tout. Et donc, est-ce qu'on peut prendre l'engagement d'avoir quelques réponses en off à des questions qui ont été posées? Donc, il y a 2-3 questions auxquelles vous pourrez être amené à donner une réponse. Pour reprendre les propos de Frédéric Thésée, l'administration reste très ouverte. Et donc, envoyez-nous les questions et on tentera d'y répondre le mieux possible.